Salam alaikum. Je vais donc reprendre quatrième chapitre se rapportant donc aux besoins nutritionnels avec un petit rappel. Donc ces besoins, ce sont donc les quantités de nutriments nécessaires à notre organisme pour son développement, lui permettant donc le renouvellement des tissus, le maintien de fonctions physiologiques vitales et bien sûr un état de santé normal et de tenir compte bien sûr à certaines périodes de vie telles que ou bien répondre aux besoins de certaines périodes de vie telles que la croissance, la gestation et la lactation. La lactation. Ces besoins donc vont nous permettre, qui passent à travers donc l'alimentation, vont nous apporter un certain nombre de nutriments. Et nous avons vu que la constitution de notre corps elle est faite de deux sortes de nutriments, des nutriments énergétiques et d'autres non énergétiques, et qu'on retrouve à des proportions différentes. On a vu que l'eau il occupait donc 60% à peu près du poids de notre corps. À côté de l'eau, il y a bien sûr donc les glucides, les lipides, les protéines et les sels minéraux. Mais il y a aussi avec ces différents types de nutriments, il y a les vitamines qui présentent un rôle fonctionnel très important qu'on va voir plus tard. Alors ces aliments donc, ce sont qui nous permettent d'apporter les nutriments à notre organisme suite à leur digestion par le tube digestif et leur transformation en éléments absorbables qu'on appelle nutriments. Alors les besoins, bien sûr, comme on a dit, ils sont définis en fonction des dépenses. Donc c'est les dépenses qui vont dicter les besoins. Maintenant, on va voir quelles sont ces formes de dépenses d'énergie dont tu auras besoin, qui sont donc les dépenses donc, réalisées par notre corps, ou qui vont donc définir nos besoins. Alors, ces composantes de dépenses d'énergie, chez chaque personne, se répartit principalement en quatre composantes parfaitement définies. Il y a d'abord les dépenses énergétiques de repos, donc ces dépenses qui sont obligatoires pour nous maintenir au moins un état de repos, notre organisme à l'état fonctionnel. Il y a des dépenses d'énergie liées au travail musculaire qui sont utilisées au cours de l'activité physique. Il y a des dépenses qui sont liées à la digestion des aliments et au métabolisme des nutriments. C'est un effet thermique des aliments. Donc les aliments, pour leur dégradation, ils ont besoin d'une dépense énergétique qu'on appelle donc les dépenses liées à la digestion. Mais il y a aussi une dépense liée au maintien de la température interne du corps et qui sert donc à la thermorégulation. Vous savez très bien que notre température du corps elle est maintenue à 37 degrés. Et en fonction de l'ambiance dans laquelle on se trouve, on aura besoin soit de produire de l'énergie, de la chaleur pour maintenir donc notre température à 37 degrés. Donc ça aussi, ça exige donc une dépense énergétique supplémentaire. Donc il y a la dépense énergétique de repos, dépenses liées au travail musculaire, à l'activité musculaire, dépenses liées à la digestion et puis une dépense liée au maintien ou qui va permettre le maintien de la température du corps à 37 degrés. Alors concernant les dépenses liées au métabolisme de base, le métabolisme de base représente donc les dépenses énergétiques minimales, c'est-à-dire celles qui permettent d'assurer les activités vitales de l'organisme, fonctionnement cérébral, contraction du cœur, des muscles, la respiration, maintien de tonus musculaire, sécrétion glandulaire et synthèse de base. Et ce métabolisme de base varie d'un individu à l'autre en fonction de son poids, de son sexe, de son âge et de son état de santé. La composition du corps joue aussi un rôle, notamment la proportion de muscles et de graisse, donc de protéines et des lipides. Donc une personne de forte corpulence, bien musclée, ayant des organes plus gros, aura un métabolisme de base plus élevé qu'une personne menue, c'est-à-dire chétif, maigre. Le métabolisme de base diminue également avec l'âge. Il est plus faible chez les femmes, apporté donc au poids.
il existe bien sûr des exceptions à ces règles générales. Donc, si on veut récapituler, donc le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie minimale nécessaire à notre organisme pour assurer le maintien de sa fonction à l'état de repos. Et il présente donc des variations, bien sûr, en fonction du poids, du sexe, de l'âge, de la santé et de la corpulence d'une personne. Une personne assez musclée aura un métabolisme de base plus important par rapport à une personne qui est chétive, maigre. Donc le métabolisme de base varie d'une personne à une autre et surtout en fonction, principalement en fonction de l'activité. Pour une même personne, il peut varier en fonction de leur activité physique, comme on va le voir. Alors comment on peut mesurer donc le métabolisme de base? Donc l'évaluation de ce métabolisme de base se fait sur un sujet au repos complet et allongé, c'est-à-dire sans activité physique, et à jeun depuis 12 heures et maintenu à une neutralité thermique, c'est-à-dire une température ambiante entre 20 et 25 degrés Celsius, c'est-à-dire n'ayant à lutter ni contre le froid ni contre la chaleur. Donc lorsqu'on est dans une ambiance entre 20 et 25 degrés, cette température est appelée neutralité thermique, c'est-à-dire que l'organisme ne lutte ni contre le froid ni contre le chaud. Dans ces conditions, le métabolisme est en moyen, de base est en moyen chez une personne d'environ 60 ans et de 70 kg, il est de 6700 kJ par jour, soit 1600 kcal. Donc c'est une valeur également à retenir. Pour une personne de 60 ans avec un poids de 70 kg, le métabolisme de base il est de 1600 kcal. C'est-à-dire on a besoin de nutriments énergétiques qui nous apportent, suite à leur dégradation, ou leur oxydation, ou combustion, 1600 kcal, donc pour assurer le maintien des fonctions vitales à l'état fonctionnel. Alors, il y a des équations qui permettent donc de calculer ce métabolisme de base. Il peut donc être estimé à l'aide de différentes équations de prédiction, qu'on appelle des équations de prédiction. Le plus couramment utilisé est l'équation de Harris-Benedict, qui tient compte du sexe, du poids corporel, de la taille et de l'âge. Alors ces équations sont différentes chez l'homme par rapport à la femme, mais on voit toujours qui dépend donc du poids, de l'âge et de la taille d'une personne. Le résultat est exprimé en kilojoules, sachant que 1 kcal est égal à 4,18 kJ. Alors chez les garçons et les filles, il y a d'autres équations qui sont marquées là-dessus, mais qui dépendent également de la taille et du poids. Alors ces résultats fournissent donc des résultats assez satisfaisants, qui s'approchent de la réalité. Alors le métabolisme de base est en moyenne égal à 37 kcal par mètre carré par heure. Donc il peut être exprimé par la surface, mais il peut être également exprimé par kilogramme, c'est-à-dire calories par kilogramme par heure ou par jour. Il est environ de 1300 à 1600 kcal chez l'adulte, ou l'équivalent donc de 6700 kJ par jour. Alors le métabolisme de base représente 60 à 70% de la dépense énergétique journalière. C'est-à-dire, le cours précédent, on avait parlé de dépenses énergétiques de 2400 kcal. Le métabolisme de base représente 1600 calories. Donc les 1600 calories représentent 60 à 70% de la totalité de l'énergie dont on a besoin au cours de la journée. Alors les dépenses énergétiques journalières varient de 45% pour le sujet très actif à 70% chez le sujet sédentaire. Alors une personne très active dépense beaucoup d'énergie,
Donc, le total d'énergie dépensée, il est plus important par rapport à une personne qui est sédentaire. Donc, ce qui fait que le pourcentage de métabolisme de base va être inférieur à celui-ci. Autrement dit, par exemple, 1600 kilocalories par rapport à 2400 représente 70%, 60 à 70%. Par contre, 1600 calories par rapport à une dépense plus importante de 4000 calories va aller avoisiner donc les 45%. Et il est donc corrélé, ce métabolisme de base, il est corrélé à la masse maigre. Donc il va dépendre de la masse maigre, masse biologiquement active. Alors il diminue donc lors de la dénutrition avec l'âge et il est faible chez la femme par rapport à l'homme. On va le voir sur quelques tableaux qu'on a déjà vus. Alors la masse totale, la masse maigre correspond donc à la masse totale de la peau, des os, des muscles, des organes et des liquides du corps humain. Donc c'est la masse qui consomme de l'énergie. Le corps gras ne consomme pas d'énergie. Le métabolisme de base augmente lors d'une hyperthermie. On peut donc observer une augmentation de 10% par degré supplémentaire de température et suite également à une agression, une activité physique, suite au tabac, consommation de tabac, suite à la grossesse et suite à l'hyperthyroïdie. Donc ça, c'est des paramètres qui peuvent faire augmenter le métabolisme ou la valeur du métabolisme de base. Autrement dit, le métabolisme de base va dépendre de l'état physiologique, de l'activité physique et de la consommation de certains nutriments ou bien de la libération d'hormones thyroïdiennes. Donc, comme on en a déjà parlé, qui augmente le métabolisme. Vous avez donc sur ce tableau quelques valeurs du métabolisme de base chez l'homme et la femme adultes et en fonction de leur taille et de leur poids. Vous pouvez remarquer que vous avez la taille chez l'homme, chez la femme et le poids chez l'homme et la femme. Donc chez l'homme par exemple, ces valeurs sont données également en fonction de l'âge. Et vous avez donc ici les dépenses énergétiques en kilocalories ou en kilojoules par kilogramme et par jour. Donc on peut voir sur ce tableau, par exemple chez l'homme, en fonction de la taille et du poids, le métabolisme de la peut passer de 1440 à 2030. On va se contenter sur la lecture des valeurs du métabolisme en kilocalories. Et chez la femme aussi, en fonction de la taille et du poids, donc vous savez, si on passe de la taille de 1,4 à 1,8 ou du poids de 41 kg à 68, le métabolisme de base peut passer de 1100 à 1500. En fonction de l'âge, on peut également observer une diminution du métabolisme de base. On passe entre 18 et 30 ans de 1440 à 1150 lorsqu'on dépasse les 60 ans. On peut également observer la différence de métabolisme de base chez l'homme par rapport à la femme. Vous avez 1140 pour une taille, la plus petite taille chez l'homme par rapport à la femme, il est de 1030. Ou pour les hommes de grande taille, il est de 1660 et il est que de 1300 chez la femme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce métabolisme de base dépend donc de la taille, du poids, de l'âge, du sexe et aussi de la corpulence. Et pour les mêmes individus, on va voir qu'il va dépendre également de leur activité physique. Alors, on va donc détailler les différents types de dépenses. On commence par les dépenses liées à l'activité physique. Il s'agit donc de l'énergie utilisée pour les déplacements
Bon, on parle des dépenses liées à l'activité physique après avoir donc parlé des dépenses liées au métabolisme de base. Donc les dépenses liées à l'activité physique, il s'agit donc de l'énergie utilisée pour les déplacements, les activités ménagères, professionnelles ou sportives. L'activité physique représente entre 20 et 30% de nos dépenses. Quand on dit activité physique, ça ne veut pas dire uniquement lorsque vous faites un exercice physique ou jouez ou vous faites du sport. Non, mais lorsque vous bougez chez vous, lorsque vous faites des tâches ménagères, lorsque vous montez les escaliers, lorsque tout mouvement que vous effectuez le long de la journée, c'est une activité qui demande donc de l'énergie. Alors c'est une dépense donc variable en fonction du type d'activité, du poids corporel et de la répétition et de la durée de l'exercice. C'est à ce niveau-là qu'on peut donc agir pour mieux équilibrer sa balance énergétique. C'est-à-dire on peut équilibrer la balance énergétique en jouant sur les dépenses liées à l'activité physique. Donc c'est pour cela qu'il est souvent conseillé aux personnes obèses de pratiquer des activités physiques pour donc leur permettre de dépenser l'excès d'énergie qui sont mises en réserve sous forme de matière grasse. Alors vous pouvez voir sur ce tableau que en fonction de l'activité, la nature de l'activité physique, les dépenses énergétiques varient. Alors, une heure de travail, par exemple, scolaire, vous êtes à la fac ou bien pour les enfants à l'école, ça nécessite donc une dépense de 752,4 kilocalories. Lorsque vous faites une marche d'une heure, les dépenses peuvent passer à 1672. Lorsque vous faites un marathon d'une heure, les dépenses, ils passent à 6698. Alors là, je reviens sur les proportions du métabolisme de base par rapport à l'activité physique. Donc, lorsque vous avez une dépense de 6688, donc le pourcentage de métabolisme de l'énergie dépensée pour le métabolisme est très bas. Alors, une heure du jeu du football, vous avez donc un besoin de 9186 kilocalories. Donc en fonction de l'activité, les dépenses sont élevées. Donc on va remarquer qu'il y a variation de la dépense énergétique en fonction de la nature de l'activité physique réalisée. Mais il peut également dépendre également de la durée de cette activité physique. Plus la durée est maintenue de l'exercice, plus donc la dépense augmente. Dépenses liées à la thermogénèse alimentaire. Donc, comme son nom l'indique, thermogénèse alimentaire. Le fait de digérer des aliments pour donc la production de nutriments, ce geste-là dépense également d'énergie. Il a besoin également d'énergie. Donc, c'est l'énergie utilisée pour assurer la digestion et l'absorption intestinale et le stockage des aliments. Vous savez, juste à une prise alimentaire, l'excès de nutriments qui n'est pas utilisé sur place, il est mis en réserve. Donc cette mise en réserve ou de stockage utilise également de l'énergie. Le fait même donc de manger, comme je vous l'ai dit, coûte de l'énergie et l'organisme dégage alors de la chaleur. Donc ça on l'observe souvent lorsqu'on se met à table et qu'on mange par exemple un repas assez garni, ça nous pousse à transpirer. Donc la transpiration, c'est l'utilisation donc d'énergie pour la dégradation, pour la digestion qui libère donc comme déchet la chaleur. Et il ne présente donc ce métabolisme lié à la thermogénèse représente 8 à 10%. On a vu que le métabolisme de base représente 60 à 70% de la dépense énergétique totale quotidienne. Alors cette thermogénèse, bien sûr, diffère selon le type de substrat. Les glucides, par exemple, ingérés, utilisent donc pour leur digestion 5 à 10% de l'énergie utilisée pour la thermogénèse des aliments. Les lipides 2% et les protéines 20 à 30%. Autrement dit, la dégradation des protéines nécessite plus d'énergie pour leur
dégradation, ou consomment plus d'énergie pour leur dégradation. Dépenses liées à la thermorégulation. Alors, comme son nom l'indique, c'est le maintien de la température corporelle à 35 degrés. Alors, chez l'homme, la température interne est maintenue constante, égale à 37 degrés. À neutralité thermique, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire entre 20 à 25 degrés Celsius, l'organisme ne consomme pas d'énergie pour la maintenir constante, pour maintenir cette température corporelle constante. Par contre, lorsque la température extérieure s'écarte de la neutralité thermique, le maintien de la température interne implique une dépense énergétique supplémentaire nécessaire pour donc assurer la contraction musculaire qui contribue à la lutte contre le froid ou à la vaporisation de l'eau, de la sudation qui permet donc de lutter contre la chaleur. Donc c'est normal, la thermogénèse c'est le fait de maintenir notre température constante, soit contre le froid, soit contre la chaleur. Lorsqu'il y a de la chaleur, on va transpirer, hein, et ceci donc utilise de l'énergie, ou lorsqu'on a froid, on frissonne, donc ce frisson va permettre donc la production d'énergie pour nous réchauffer. Et cette thermorégulation liée à cette dépense liée à la thermorégulation va dépendre également de l'ambiance dans laquelle on se trouve. Comme vous pouvez voir, en fonction de la température de l'air, à 0 degré, les dépenses énergétiques sont plus élevées par rapport à une ambiance où on est à 10 degrés ou bien à 18 degrés. Par contre, vous voyez, à la température 30 degrés, c'est une température de neutralité thermique. L'organisme ne consomme pas d'énergie. Vous voyez, la valeur elle est basse par rapport à celle-ci. 0 degré, on consomme plus d'énergie par rapport à 18 degrés. Donc le tableau indique donc la valeur de la dépense énergétique liée à la thermorégulation en fonction de la température extérieure. Donc plus il fait froid, plus on a besoin d'énergie pour maintenir donc notre température à 37 degrés. Alors pour résumer, de ces composantes de la dépense énergétique et leurs facteurs de variation individuelle, vous avez donc le métabolisme de base qui va dépendre de plusieurs facteurs intrinsèques. Donc il va dépendre de la masse maigre, de l'âge, du sexe, des sécrétions hormonales thyroïdiennes et du débit de renouvellement des protéines. Parce que nous avons vu que les protéines consomment plus d'énergie pour leur saturation, pour leur dégradation. Il n'y a pas de facteur extrinsèque qui influe donc sur le métabolisme de base. La thermogénèse va dépendre de l'état nutritionnel, de l'activité du système nerveux sympathique, du tissu adipeux brun. Parmi les facteurs extrinsèques qui modifient donc, dont dépend donc la thermogénèse, il y a la prise alimentaire, l'ingestion du substrat thermogénique, le stress et l'exposition au froid. L'activité physique va dépendre de la masse musculaire, du rendement des muscles et puis de la VO2 max. Qu'est-ce que ça veut dire VO2 max? C'est la quantité maximale d'oxygène que l'on peut consommer. Donc plus votre capacité de consommer de l'oxygène est importante, plus vous êtes capable de consommer, de produire de l'énergie et de dégrader des aliments ou des nutriments donc, pour la production d'énergie. Donc cette dépense énergétique à l'activité physique va dépendre donc de la durée et de l'intensité des exercices musculaires. Donc les différentes composantes de la dépense énergétique sont donc variables d'un individu à l'autre et en fonction de divers paramètres que qu'on vient donc de voir sur ce tableau, et c'est des données qu'il faut donc retenir. Alors ces besoins énergétiques sont donc liés aux dépenses et varient chez le même individu essentiellement en fonction de l'activité physique, et on peut retenir les chiffres moyens suivants de ces besoins. Ils sont donc de 35 kcal par kilogramme par km pour un adulte ayant une activité physique normale,
Ils peuvent être égaux à 30 kilocalories par gramme par 24 heures pour une femme âgée. Donc, comment arriver à la valeur dont je vous ai parlé de 2400? Il suffit donc de multiplier 335 kilocalories fois le poids. Et vous allez arriver donc à la valeur des besoins énergétiques en 24 heures. Alors, ces besoins, ils sont donc de 42 kilocalories par kilogramme par 24 heures pour un adolescent de 18 ans. Donc, vous voyez que l'adolescence, c'est une période de croissance et de grande activité. Donc les besoins, ils sont plus importants à celles d'un adulte. Vous avez quelques exemples de dépenses en fonction de l'activité. Donc par exemple, une heure de sommeil ou de repos a besoin d'une consommation tout simplement de 60 kilocalories. Lorsque vous êtes endormi, vous êtes au repos, les besoins énergétiques, vos dépenses énergétiques ne sont pas assez élevés. Vous avez besoin seulement 60 kilocalories par heure. Une heure d'activité sportive, plutôt une heure d'activité en position assise, vous êtes en train de regarder la télé, l'ordinateur, faites une lecture, vous avez besoin de 90 kilocalories. Une heure d'activité en position debout, vous êtes en train de faire votre toilette, vous vous habillez, vous faites des travaux ménagers, vous avez besoin de 120 kilocalories. Une heure, si vous faites une heure de gymnastique, ou de jardinage, ou de marche, vos besoins sont encore plus importants, ils passent à 170. Une heure d'activité sportive, vous faites du ski, du tennis, du vélo, vous courez, ou un sport professionnel intense, vos besoins peuvent passer à 300 kilocalories par heure. Donc en fonction de l'activité, de l'intensité de l'activité, les besoins augmentent. Donc au total, les dépenses énergétiques par jour sont de l'ordre de 2400 à 2500 kilocalories ou de 35 kilocalories par kilogramme par jour chez un adulte vivant dans des conditions normales et à un poids qui avoisine les 70 kg. Alors ces besoins, bien sûr, vont couvrir les dépenses. Alors comment on fait donc pour calculer nos dépenses énergétiques journalières? Ils peuvent être calculés à partir de l'évaluation donc ils peuvent être calculés à partir donc, du métabolisme de base et puis de l'activité physique. Donc les dépenses énergétiques journalières est calculée à partir de l'évaluation des dépenses énergétiques de repos ou métabolisme de base et du niveau d'activité physique qui dépend des dépenses énergétiques liées à l'activité physique. Donc à partir des résultats de nombreuses études, des diverses activités recensées ont été réparties en 6 catégories pour le calcul simple et approché des dépenses énergétiques journalières. Alors ces dépenses énergétiques journalières sont égales aux dépenses énergétiques de repos multipliées par le niveau d'activité physique, un coefficient qui est calculé suite à l'appréciation des différentes catégories d'activité physique. C'est-à-dire on multiplie la valeur du métabolisme de base fois ce coefficient d'activité physique. Ainsi, sur ce tableau, vous pouvez voir donc le classement des activités physiques et les valeurs de coefficients qui y sont attribuées. Alors vous avez donc 6 catégories d'activités et leurs coefficients. Activité 1, activité A avec un coefficient 1, c'est cette activité, donc le sommeil ou le repos lorsque vous êtes en position allongée. Donc le coefficient d'activité il est de 1. Par contre, vous faites une activité en position assise, vous regardez la télévision, faites des jeux de société, des lectures, vous êtes en classe, vous faites un transport, ou vous mangez des repas, cette activité a comme coefficient 1,76. Les activités faibles debout, faites votre toilette, vous marchez, faites une marche lente, vous faites des achats,
vous cuisinez, vous lavez la vaisselle, le coefficient il est de 2,1. Alors ce coefficient il peut passer à 5,2 lorsque vous faites une éducation physique ou un entraînement sportif, vous faites du cyclisme. Et il peut passer à 10 quand vous êtes des grands sportifs, compétitions sportives telles que le foot, le handball, le basket et autres. Donc vous avez un classement des activités, 6 catégories avec 6 coefficients. Donc lorsque vous déterminez votre métabolisme de base, vous multipliez cette valeur par le coefficient et vous allez donc pouvoir estimer vos dépenses ou besoins énergétiques. Alors, ceci correspond donc à la classification des activités sur leur coût énergétique et on multiplie donc en multiple de la dépense énergétique, comme je viens de vous dire. Alors, comment on peut donc mesurer cette dépense énergétique? La dépense d'énergie de l'organisme au repos ou au cours de l'exercice musculaire peut être mesurée par des méthodes de calorimétrie, soit directes, soit indirectes. Alors, c'est quoi la calorimétrie directe? Cette méthode repose sur le principe de l'égalité entre la production de chaleur et la dépense d'énergie de l'individu. Donc, l'énergie qui est dépensée, il va se transformer en chaleur qui va être dégagée et qu'on peut donc évaluer. Donc, la réalisation de la mesure nécessite une enceinte de taille réduite et hermétique permettant la quantification des différentes composantes de la perte de chaleur. Les mesures obtenues sont très précises, avec une variation plus ou moins 1 watt. La calorimétrie directe est une méthode peu utilisée en raison de ses limitations et du nombre réduit d'institutions disposant de l'équipement nécessaire. Donc il est limité, mais on ne dispose pas donc d'équipement nécessaire à cette méthode. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma de calorimétrie directe, donc il s'agit donc de mettre l'individu dans une chambre calorimétrique. Alors cette chambre calorimétrique permet donc de mesurer la quantité de chaleur dégagée par cette personne-là. Comment? En évaluant le réchauffement de l'eau qui traverse cette chambre. Donc l'eau entrant froide qui va être réchauffée suite à dégagement de la chaleur par cette personne-là. Et donc la différence de température entre l'eau à la sortie et l'eau à l'entrée correspond donc à la quantité de chaleur qui est dégagée. Donc un sujet est mis dans une enceinte dont les parois sont parcourues par de l'eau, comme vous pouvez le voir ici. Alors la valeur de la température sortante moins la température entrante représente la quantité de chaleur produite par le sujet et transférée à l'eau. Donc c'est une méthode coûteuse et encombrante. Il ne se réalise pas en pratique clinique courante. Vous pouvez remarquer également là qu'on peut mesurer également la quantité d'oxygène qui entre et la quantité de CO2 qui sort. On peut donc déterminer à partir de là aussi donc la consommation d'oxygène et la production de CO2 suite à un exercice donné. Vous avez donc des technologies récentes qui vous permettent donc de calculer votre consommation d'énergie ou bien la chaleur émise sans donc avoir besoin de cette chambre qui est encombrante. Calorimétrie indirecte. Alors c'est une analyse physiologique. Cette méthode repose sur le fait que l'énergie utilisée par l'organisme est produite par l'oxydation des nutriments. Oxydation principalement glucides, lipides et des protéines et des alcools par l'oxygène. Donc vous avez vu que la combustion des aliments consomme de l'énergie. Il y a besoin donc d'oxygène pour oxyder les aliments. Il est donc lié, donc cette technique de calorimétrie indirecte est liée à la consommation d'oxygène et la mesure de la consommation d'oxygène lors de l'activité physique donne une bonne estimation, c'est une mesure indirecte de la dépense énergétique. La différence donc de mesure entre calorimétrie directe et calorimétrie indirecte est généralement de l'ordre de 1%. Donc il n'y a pas de grande différence entre la technique directe qui consiste donc à mesurer
la quantité de chaleur dégagée suite à l'utilisation d'énergie. Et cette technique qui consiste à mesurer la quantité d'oxygène utilisée pour la consommation ou l'oxydation des aliments. Donc la production d'énergie par litre d'oxygène consommé correspond au coefficient thermique. Et nous allons voir que chaque nutriment utilise une quantité donnée d'oxygène pour sa combustion. Ce qui correspond donc au coefficient thermique. C'est la quantité d'oxygène utilisée pour la combustion d'une quantité d'aliments. Alors l'avantage de cette technique, c'est une mesure précise et permet de mesurer la dépense énergétique. Le désavantage, c'est qu'il est coûteuse et il ne permet pas l'évaluation de grandes populations. Il peut également provoquer des altérations de l'organisme. On dit qu'il est invasif. Donc, nos aliments sont oxydés par l'oxygène et vont donc produire des déchets et vont nous donner de l'énergie. Donc, aliment plus oxygène va donner donc l'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermochimie alimentaire. Et l'utilisation de l'oxygène va donc conduire à une production de CO2. C'est la thermochimie respiratoire. Donc le résultat de cette oxydation des aliments, c'est donc la production de l'énergie. Ce qu'on appelle donc calorimétrie directe. Donc cette énergie va dégager de la chaleur et la mesure de cette chaleur va nous permettre donc de déterminer la quantité d'énergie qui a été produite. Alors que là, on va tenir compte de la quantité d'oxygène qui est utilisée et aussi la quantité de CO2 qui est produite. Et ceci correspond donc à la calorimétrie indirecte, c'est-à-dire à partir de l'oxygène consommé et du CO2 produit, on peut donc déterminer la quantité d'énergie qui est produite. Alors, le coefficient thermique de l'oxygène, c'est quoi? C'est donc la production d'énergie par litre d'oxygène consommé. Correspond donc au coefficient thermique. Il correspond donc à la quantité de chaleur que dégage 1 litre ou 1 gramme d'oxygène pour brûler un aliment. La combustion d'un mélange de glucides, de lipides et de protéines correspond à une alimentation européenne. Alors cette combustion dans une bombe calorimétrique libère environ 20,2 kJ. C'est l'équivalent de 4,82 kcal pour 1 litre d'oxygène. Donc si vous prenez un aliment qui contient glucides, lipides et protéines, la consommation d'un litre d'oxygène, toute consommation d'un litre d'oxygène va conduire à une production de 4,82 kcal. S'il y a consommation de 10 litres d'oxygène, on va avoir une production de 48,2 kcal. Donc la production d'énergie varie légèrement avec le type de substrat utilisé. Mais lorsque l'aliment contient glucides, lipides et protéines, le coefficient thermique est de 4,82 kcal par litre d'oxygène. Donc toute consommation d'un litre d'oxygène va conduire à la production de 4,82 kcal. Alors comment on fait donc pour calculer le coefficient thermique? Pour les glucides par exemple, une molécule d'oxygène, pour être oxydée, il aura besoin de 6 molécules. Une molécule de glucides, il aura besoin de 6 molécules d'oxygène. Il va conduire à la production de 6 molécules de CO2, 5 molécules d'eau, et puis à la production d'énergie, 6684,9 kcal. Donc une mole de glucose, pour être oxydé, il a besoin de 6 molécules d'oxygène. Sachant qu'une molécule d'oxygène occupe un volume de 22,4 litres, donc la combustion d'une molécule d'oxygène, d'une molécule de glucose, aura besoin de 6 moles d'oxygène qui occupe un volume de
134,4. C'est-à-dire on multiplie 22,4 par 6. Donc pour la combustion d'une molécule de glucose, on aura besoin de 134,4 litres d'oxygène. Et ceci libère, comme nous avons vu, 680 kilocalories. Donc 1 litre d'oxygène utilisé, consommé, va permettre la libération de 680 divisé par 134 est égal à 5,05 kilocalories. Donc le coefficient thermique de l'oxygène pour le glucose, il est de 5,05 kilocalories. Autrement dit, l'utilisation d'un litre d'oxygène pour la combustion des glucides produit donc 5,05 kilocalories. Alors pour les protéines, si l'on prend pour exemple l'alanine, alors une molécule d'alanine utilise pour être oxydée 6 molécules d'oxygène et il produit 629,4 kilocalories. Cependant, l'oxydation des acides aminés n'est pas totale parce qu'il y a une partie qui est transformée en acide urique, en urée, qu'on retrouve dans les urines. Donc cependant l'urée produite peut être donc oxydée. Dans la bombe calorique est libérée une énergie de 627,9 kJ, autrement 150 kilocalories. Cette production d'énergie doit être déduite. Donc, autrement dit, l'oxydation d'une molécule d'acide alanique produit 629 kilocalories sans tenir compte de la quantité d'énergie qui peut être apportée par la combustion de l'urée qui est produite. Donc, 6 molécules d'oxygène sont donc consommées pour la production de 629,4 kilocalories. Donc, le coefficient thermique, il est de 4,68, c'est-à-dire on divise 629 par 134,4. Alors pour les lipides, si l'on prend pour exemple l'acide triolique, pour une molécule de l'acide triolique, de la trioline, 80 molécules d'oxygène sont consommées, c'est-à-dire 1782 litres. Et le coefficient thermique, il est donc de 4,7 kilocalories. Donc nous avons vu que le coefficient thermique pour le glucose, pour les glucides, il est de 5,05. Pour les protéines, il est de 4,68. Et pour les lipides, il est de 4,7 kilocalories. Alors le coefficient thermique moyen, il est de 4,8 kilocalories. Autrement dit, donc, toute consommation d'un litre pour la combustion d'un mélange, d'un aliment qui contient un mélange de protéines et glucides, va produire 4,8 kilocalories. Et toute utilisation d'un litre d'oxygène pour la combustion ou l'oxydation des glucides va produire 5 litres. Toute utilisation d'un litre d'oxygène pour la combustion ou la dégradation des lipides va produire 4,5. Et pour les protéines, il va produire donc 4,6 kilocalories. Donc, connaissant la quantité d'oxygène consommée, on peut remonter à la quantité d'énergie qui peut être produite ou qui est produite. Il est donc possible d'utiliser la consommation globale d'oxygène de l'organisme comme témoin des oxydations mitochondriales. Donc, on peut arriver de manière indirecte, connaissant la quantité d'oxygène consommée, de la quantité d'énergie qui est produite. Donc, le calcul exact de la dépense énergétique nécessaire nécessite donc de connaître la participation relative de chacun des substrats à la consommation totale d'oxygène. Donc, c'est normal, les aliments peuvent contenir des proportions différentes en glucides, en lipides et en protéines. Donc, pour déterminer la part relative
de la production d'énergie par les glucides, des lipides ou des protéines, ceci aura besoin donc ce qu'on appelle le quotient respiratoire. Alors que l'oxydation nette des protéines peut être donc déterminée à partir de l'excrétion urinaire d'azote. Donc connaissant la quantité d'azote qui est extraite, on peut remonter à la quantité de protéines qui a été consommée, sachant que une protéine renferme en moyenne 16% d'azote. Donc, connaissant la quantité d'azote qu'on peut mesurer soit dans le sang, soit dans les urines, on peut déterminer la quantité de protéines qui a été utilisée. Par ailleurs, la mesure simultanée de la consommation d'oxygène et la production du CO2 permet donc de calculer la participation relative des glucides et des lipides aux oxydations totales par le calcul du quotient respiratoire. Alors, le quotient respiratoire, c'est le rapport du volume de CO2 produit et du volume d'oxygène consommé. Et ceci, il peut être donc mesuré. L'oxydation des glucides, lipides et protéines ne nécessite pas la même quantité d'oxygène en raison de leur composition différente. Il est donc possible de calculer précisément les oxydations nettes des glucides et des lipides à partir des échanges respiratoires totaux mesurés en oxygène et en CO2, auxquels on aura retranché les échanges gazeux attribuables à l'oxydation des protéines, déterminés à partir de l'excrétion urinaire de l'azote, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, connaissant la quantité d'azote produite, on peut donc remonter la quantité de protéines qui a été utilisée ou consommée. Mais il reste à déterminer que le pourcentage de quantité de glucose, des glucides et des lipides qui sont utilisés pour la production d'une quantité d'énergie donnée. Alors, lorsque ce quotient est d'environ 0,7, l'organisme utilise principalement les réserves de lipides. Lorsqu'il est de 0,85, l'organisme utilise un mélange mixte entre lipides et glucides, 50-50. Lorsqu'il est égal à 1, l'organisme utilise uniquement du glucose. Lorsque vous faites déterminer la quantité d'oxygène produite et la quantité utilisée ou consommée et la quantité de CO2 produite, et vous avez un rapport à 1, cela signifie que vos nutriments ou les aliments qui ont été utilisés ou nutriments ne contiennent que du glucose. Alors le quotient respiratoire, nous avons vu, donc il varie donc de 0,1, de 0,7 à 7 en fonction de l'aliment oxydé. Alors vous avez donc ce tableau donne donc les équivalents énergétiques pour l'oxygène, pour quelques exemples de quotient respiratoire non protéique. Alors vous avez quotient non protéique, la quantité d'oxygène qui est consommée, le pourcentage d'énergie extraite, soit des glucides ou des lipides, et la quantité oxydée par litre d'oxygène utilisé. Alors prenons pour exemple, pour un quotient respiratoire de 0,7, vous avez le pourcentage d'énergie extraite à partir du glucide est de 0, mais il est de 100% lipidique. Et la quantité d'oxygène qui est utilisée en litres, c'est 0,496. De protéines qui sont donc de lipides qui ont été oxydés. Alors pour un quotient respiratoire de 1, vous avez, ce sont donc les glucides qui sont donc utilisés pour la production d'énergie et 0 lipides. Alors vous avez des valeurs intermédiaires qui montrent qu'il y a donc une participation aussi bien de lipides que de glucides dans la production d'énergie. Comme je l'ai dit, ce tableau ne tient pas compte de protéines, mais uniquement des pourcentages en glucides ou en protéines dans la production
d'énergie. Donc c'est ce tableau, on peut donc utiliser en fonction de quotient respiratoire pour déterminer donc la part relative de glucides ou de lipides dans la production d'énergie, connaissant bien sûr au départ initialement la quantité de protéines qui ont été utilisées pour la production d'énergie, connaissant donc la quantité d'azote qui a été libérée. Donc des choses à retenir de tout ce qu'on vient de voir, c'est que la dépense énergétique des 24 heures s'est répartie en trois postes d'inégale importance. Il y a le métabolisme de repos qui représente 75% de la dépense énergétique totale. Il y a la dépense énergétique liée à l'activité physique dont la part varie en fonction de la nature, de la durée et de l'intensité de l'exercice et l'effet thermique des aliments et représente à peu près 10% de la consommation totale. Il y a la dépense qui est liée donc à la thermogénèse alimentaire et la thermorégulation. Alors la dépense énergétique des 24 heures et le métabolisme donc de repos varient de façon proportionnelle au poids et à la masse maigre. Les macronutriments, glucides, lipides et protéines qui aient pour origine l'alimentation ou les réserves endogènes constituent donc l'unique source énergétique pour l'homme. Et pour être utilisable, cette énergie doit être donc transformée en ATP, processus qui consomme donc de l'oxygène et produit de la chaleur. La mesure donc de la consommation d'oxygène, calorimétrie donc indirecte, ou la production de chaleur, calorimétrie directe, sont donc les deux méthodes qui permettent donc de mesurer les dépenses énergétiques. Je vais donc m'arrêter là. Et je vais donc reprendre avec la troisième séquence qui va donc au cours de laquelle donc on va parler donc des apports énergétiques des différents types de nutriments glucidiques et leurs besoins également, glucides, lipides et protéines, et on va également voir les besoins en aliments non énergétiques.